Toujours un plaisir de vous retrouver sur Ecofin Télévision dans ce magazine Les Dossiers exceptionnel qui est aujourd'hui bien entendu au Musée national de la République démocratique du Congo en marge de la Semaine nationale du tourisme. La province du Nord Kivu est l'une des provinces présentant d'énormes opportunités touristiques en République démocratique du Congo au vu notamment de sa position géographique mais également de ces différents volcans qui grondent en tout cas dans cette partie de la République démocratique du Congo pour parler justement du développement de ces secteurs du tourisme dans la province du Nord Kivu. Je suis justement avec moi sur ce plateau Cyril Mourongia Mafukulo. Il est délégué du gouvernement provincial du Nord Kivu ici à la deuxième édition de la Semaine nationale du tourisme. Bonjour, monsieur Cyril. Oh, bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'accepter l'invitation d'Ecofin Télévision. Si. Justement, vous êtes ici à la deuxième édition de cette conférence nationale sur le tourisme. Qu'est-ce que vous venez présenter aujourd'hui pour le compte de la province du Nord Kivu? Bon, permettez-nous d'abord de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier Ecofin Télévision pour nous avoir conviés à ce débat qui est d'importance capitale. Tout à fait. Et aussi dire merci au chef de l'État qui, par compassion et solidarité à la population du Nord Kivu qui est meurtrie par la guerre des terroristes, d'une part le M23, appuyé par le Rwanda, clairement. Tout à fait. Et de l'autre côté, ça c'est dans la partie sud de la province. Et de l'autre côté, l'ADF Nalu Mtn, dans la partie nord, qui est en fait une rébellion qui écume la partie nord de la province depuis environ plus de 30 ans. Et dès lors que le chef de l'État a décrété les 3 jours de deuil national, c'était très significatif. C'était une sorte de mobilisation de la communauté congolaise derrière les compatriotes du Nord Kivu qui sont longtemps meurtris par les guerres. Et nous lui restons donc reconnaissants, lui rendant un hommage mérité pour cet acte combien réconfortant à l'endroit de la population du Nord Kivu. Alors, notre présence à Kinshasa, comme vous le dites, nous sommes délégués par le gouvernement provincial à la deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme. Et vous le savez bien, le Nord Kivu est toujours qualifié par les communs des mortels et le monde, même la nation, en tant que province hautement touristique. Tout à fait. Et c'est à cette occasion qu'aux côtés des autres partenaires du tourisme, aux côtés des acteurs et des institutions de la République, que nous sommes venus représenter le Nord Kivu, afin de faire connaître à l'opinion nationale et internationale les potentialités de la province du Nord Kivu dans le secteur du tourisme. Voilà les mobiles qui justifient notre présence dans la capitale de notre pays, la République démocratique du Congo, à ce moment. Justement, vous êtes expert du gouvernement provincial du Nord Kivu en charge du tourisme. Faites-nous un état des lieux de ce secteur dans la province justement du Nord Kivu. Oui, comme vous le savez, le Nord Kivu regorge une potentialité énorme, une diversité touristique incommensurable. La nature elle-même que Dieu a dotée à la province du Nord Kivu, c'est à soi un paysage touristique. Vous allez y trouver des lacs, notamment les lacs Édouard, les lacs Kivu. Vous allez y trouver des volcans éteints ou alors dormants et actifs. Notamment ceux qui sont actifs, c'est les volcans Nyiragongo et les volcans Nyamulagira. Vous allez y trouver même des flaques d'eau, mais qui sont des sites très attrayants, des attractions très significatives. C'est notamment les lacs verts et les lacs noirs, qui à soi sont en quelque sorte enclavés, qui on dirait ne sont alimentés d'aucune part, par aucune rivière, mais qui existent par la nature elle-même. Nous avons 2 parcs, notamment le parc de Kaouzi-Biega et les grands parcs que vous connaissez, qui a constitué d'ailleurs
la 9e attraction mondiale à l'année 2017. Donc la 9e destination du monde à terme du tourisme à 2017. Vous avez maintenant les secteurs très riches, très émergents, le secteur hôtelier. Et ici, nous sommes venus avec 3 acteurs majeurs dans l'hôtellerie du Nord Kivu. C'est notamment l'hôtel Serena, unique à Sojar, très célèbre, à 5 étoiles. Nous avons le Cap Kivu, qui est aussi unique à Sojar et qui est baigné par les lacs majestueux du Kivu. Les lacs Kivu qui relient la ville de Goma à la ville de Bukavu, qui sont des villes très importantes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et vous avez maintenant les très célèbres hôtels IUC. Il faut retenir qu'également, nous avons constaté dans le monde et le secteur hôtelier que beaucoup d'hôtels appartiennent à des étrangers et à des expatriés. Mais contrairement au Nord Kivu, ce que je viens de vous donner comme chantier et beaucoup d'autres, ça parlait de Beni, la ville de Beni et des villes de Butembo. La plupart, ou alors 95% d'hôtels sont une propriété des fils congolais, des opérateurs touristiques économiques de la République démocratique du Congo. Bien entendu, aux côtés de ça, maintenant il y a l'administration touristique. Nous avons la division provinciale du tourisme qui gère l'administration et nous avons également l'Office national du tourisme qui est représenté à province par l'ONT. Tout à fait. Et qui s'occupe de la promotion, du marketing et de l'encadrement touristique, de toutes les activités touristiques à province. Et en fait, dans la protection environnementale, considère également qu'aujourd'hui, la province du Nord Kivu est comptée parmi les vrais protecteurs de l'environnement. Et pour cela, pour justifier cela en termes de compensation, la province du Nord Kivu, à travers son gouvernement, a déjà créé l'unité de gestion carbone pour convertir la séquestration du carbone par les forêts et par d'autres projets, notamment le foyer amélioré, et qui transforme cette absorption, les taux d'absorption à crédit carbone. Et le gouvernement, en ce temps, en 2017, a réussi à signer un protocole d'accord avec le cabinet de consultation céotologique qui est basé en Bruxelles, en Belgique, pour pouvoir capitaliser et commercialiser les crédits carbone. Les crédits carbone qui posent aujourd'hui un sérieux problème sur le plan international. On a vu les débats à la COP. Voilà, dans les cadres de la production de l'énergie propre et de l'économie verte, le Nord Kivu est suffisamment en avance parce que déjà avec les crédits ou alors les carbones séquestrés, on a réussi de les convertir à terme de crédit, à terme de tonnes, et ça a réussi à apporter au Nord Kivu une colossale somme pour l'année 2017-2018 de 1 200 000 $, et qui sont gérés maintenant dans le renouvellement des reboisements. Cet argent est directement reversé. Il est reversé directement dans le renforcement du reboisement et dans l'amélioration de foyers pour réduire l'action anthropique sur les airs, sur le bois, et voir comment on peut maintenant, c'est dans le mesure d'atténuation du changement climatique. Et donc, le Nord qui vous offre tous les atouts, que ce soit sur le plan naturel, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. En tout cas, les atouts touristiques du Nord qui vous sont tels que tout le monde peut s'investir dedans, à telle enseigne que le secteur du tourisme au Nord Kivu est un secteur très prospère. Très prospère. Alors, vous avez évoqué la question de l'investissement dans le secteur. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des investissements? Est-ce qu'il y a des Congolais ou des étrangers qui viennent investir dans le secteur du tourisme au Nord Kivu? Je venais de vous dire tantôt que... À part, bien entendu, l'hôtellerie, est-ce qu'il y a d'autres aspects où il y a des investisseurs? Il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes aux investisseurs locaux et étrangers. Vous savez qu'on doit valoriser les sites touristiques.
Je vais vous rappeler que dans les pays comme Ecuador, en Amérique latine, dans le pays chez nous ici en Afrique, nous avons l'Ouganda, qui sont traversés au même titre que nous par ce qu'avant on nous enseignait abusivement comme ligne imaginaire, l'Équateur. Ce n'est pas une ligne imaginaire, mais plutôt c'est une ligne immatérielle, mais effectivement qui existe et qui constitue une potentialité touristique très formidable, aussi bien économique, aussi bien scientifique. Parce que par les effets du Coriolis, vous pouvez observer des mouvements selon que vous êtes dans l'hémisphère nord ou selon que vous êtes dans l'hémisphère sud ou selon que vous vous trouvez sur la ligne même. Il y a des démonstrations que vous pouvez opérer et qui vont prouver effectivement que cette ligne n'a jamais été imaginaire, mais plutôt elle est seulement immatérielle. Autant que l'heure passe, c'est une réalité, mais l'œil ne voit pas l'air. On ne peut connaître que le mouvement de l'air que par la direction, mais matériellement, on ne voit pas l'air. Mais on peut capter l'air à travers des outils et des instruments fabriqués par la technologie. C'est immatériel et donc la ligne est aussi immatérielle et peut contribuer à générer énormément de recettes si on investissait tout autour. Tout à fait. Et en Ecuador, il y a des monuments qu'on a construits, il y a des hôtels qu'on a construits tout autour, il y a 2 musées qui sont visités pour permettre aux touristes tout simplement de faire des expériences. Selon que vous vous retrouvez sur l'Équateur, vous pouvez découvrir un mouvement ou alors une fiction, une inertie nécessaire à observer par les scientifiques. Selon que vous êtes à l'hémisphère nord, vous pouvez observer un mouvement contraire à celui que vous pourriez observer lorsque vous êtes dans l'hémisphère sud. Et on a compris justement. Alors, en dehors de ça comme opportunité, il y a beaucoup de sites. Beaucoup de sites. Si je vous en donnais la liste, il faudrait une documentation. On peut donner quelques sites. On a par exemple le site de Nyamabere. Tout à fait. Le site de Nyamabere, c'est un site au fait qui servait d'excavation, d'asile et de cavernes lorsqu'il y avait des guerres entre le peuple venant du Rwanda ou alors ceux du Kivu. Et quand l'ennemi venait, on pouvait aller se cacher dans cette caverne. Ça, c'est un territoire de Rutshuru. Et dans les sites, la nature elle-même a fait qu'il y ait une sorte de démamelle dans lequel coule de l'eau continuellement. Et donc, si vous vous retrouvez dedans, ça existe aujourd'hui. C'est comme une maman qui était en train de téter ses enfants. Vous trouvez dedans, vous pouvez vous abréger, vous pouvez vous laver, vous pouvez vous préparer les repas et vous vivez à l'intérieur de manière naturelle. Vous voyez que de tout le temps, nous avons toujours dit que c'est la République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, qui constitue la source du Nil dont beaucoup d'États se vantent aujourd'hui et duquel ils vivent. C'est notamment le lac Édouard qui est alimenté par 3 grandes rivières du territoire de Lubero, de Rutshuru, notamment qu'on appelle les authentiques sources du Nil. La rivière Rutshuru qui se déverse dans le lac Édouard, la rivière Rwindi qui traverse également le parc national de Virunga, qui se déverse dans le lac Édouard, la rivière Talia qui vient de Lubero et qui se jette dans le lac Édouard et qui en sorte maintenant par la rivière Kalemba qu'on appelle la rivière Semlik vers Ishango. C'est là que se trouve même l'exutoire du lac pour monter maintenant vers le barrel Gazal dans le lac Albert au niveau de l'Ituri. Et de là, il y a la chute de la Lofoï. Et ils partent maintenant de là après avoir rencontré les eaux qui les rassemblent à partir de l'Ouganda pour former maintenant le Nil blanc en atteignant le Kenya, pour devenir maintenant le Nil bleu en atteignant l'Éthiopie et continuer maintenant jusqu'au delta de l'Égypte. Mais vous allez sentir que la véritable source du Nil vient de chez nous à partir de ces rivières que je venais de vous citer, donc la rivière Rutshuru, la Rwindi, la Talia
qui entre dans le lac Édouard et qui assortent sous forme de Semouliki, et Semouliki qui monte au barrel Gazal en Albert, et de là ils sortent pour se rencontrer avec les autres rivières qui viennent de l'Ouganda. Tout à fait. Et voilà, donc c'est aussi un atout touristique majeur que les Congolais devraient vendre à l'extérieur pour que c'est là qu'ils se battent. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie à cause des eaux du Nil. Il suffit que nous détruisons chez nous, que nous puissions abuser de l'utilisation de cette eau-là pour qu'il manque la source et que ça sèche et que l'Égypte, les Soudan, l'Éthiopie deviennent des déserts. Tout simplement. Voilà donc, ce sont autant d'atouts naturels qu'il faut vendre, qu'il faut promouvoir pour que les gens sachent quelle est la contribution réelle de la République démocratique du Congo dans sa partie occidentale et qui pourrait même justifier d'une manière ou d'une autre économiquement les guerres que nous sommes en train de connaître. Tout à fait. Les autres puissent de l'électricité, ça produit énormément de l'argent aux utilisateurs de cette énergie, notamment avec la barrage d'Assoua. Vous avez suivi quand l'Éthiopie était en train de construire un autre barrage, ça a suscité les tollés au niveau de l'Égypte, au point que même certaines puissances occidentales commençaient à s'interposer. Oubliez que les producteurs et les protecteurs c'est la RDC. Des sources, c'est nous la RDC à partir de notre partie orientale. C'est un autre atout majeur. Donc, je vous ai parlé de l'Équateur qui est un atout parce que chez nous, ça traverse Moussienene entre Goma et Butembo, ça traverse Ishango et afin de se retrouver ici tout près en Équateur. Si nous on pouvait capitaliser cette traversée pour le pays donc, et l'Est et l'Ouest, on pouvait gagner beaucoup. Nous prenons l'atout par rapport au fleuve Nil qui prend naissance authentique chez nous. Nous capitalisons, nous montons des projets, nous négocions des fonds pour la protection de ces sources et de ce lac-là qui alimente ces mouliques pour monter jusqu'au barrel Gazal. Vous voyez ce que ça peut apporter. Plus maintenant tous les lacs que nous avons, plus tous les parcs que nous avons en tant que poumon touristique à la fois environnemental, même les rivières à la fois ressources naturelles et à la fois ressources touristiques, plus maintenant les autres sites, les Nyamabere comme je venais de vous citer, il y a également les volcans, il y a la chute de Mweso qui est capable de nous produire à terme d'électricité plus de 10 mégas d'électricité. 10 mégawatts. Et mégawatts. Il y a également maintenant les courants qu'on consomme à Goma qui viennent de battre sur la chute de la Rutshuru là, qui alimente encore les lacs. Et ça produit 13 mégas. Aujourd'hui, on est encore de construire plus de 13 mégas. À Ishango, on est en train de construire encore un autre barrage au-delà de ce qu'on a déjà construit et qui produit déjà 3 mégas. Nous avons la rivière Ivingu en territoire de Lubero qui va produire autour de 16 mégas pour alimenter tous les territoires de Lubero et la ville de Butembo. En fait, je ne sais pas dire... Justement, on a compris qu'il y a énormément de potentiel touristique dans la province... Et environnemental. Et environnemental, bien entendu, dans la province du Nord Kivu. Alors, on a parlé ici du volcan. Il y a eu en 2021 l'éruption volcanique dans la ville d'Egoma. C'était le Nyiragongo qui a ravagé une partie, en tout cas importante, de la ville d'Egoma. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des retombées touristiques? Est-ce que vous ressentez cela? Est-ce qu'il y a des touristes qui viennent pour palper du doigt ce qu'ils ont vu à la télévision? Et qu'est-ce que ça rapporte en contrepartie à la province en termes de recettes notamment? Moi, je pense que vous avez eu l'opportunité de rencontrer le directeur général de l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma. En fait, pédagogiquement, il venait de nous renseigner ou alors rappeler que tout le monde voudrait avoir observé une fois l'éruption volcanique. Une éruption volcanique, c'est bien sur le plan des êtres,
que ce soit végétal, animal, humain, c'est connu, ça présente un danger. Oui, mais économiquement, c'est vraiment une grande opportunité. Les visites touristiques ont toujours été bénéfiques pour le pays, à la fois pour le fisc et à la fois pour les opérateurs économiques. Quand un touriste vient, il va prendre une chambre, il va manger, il va se déplacer. L'effort qu'il donne entre dans les circuits et le flux financier et économique. Ça, c'est du point de vue économique général. Mais également, par rapport maintenant aux avantages liés aussi, du moins le volcan suscite une curiosité scientifique. Et beaucoup de chercheurs qui travaillent dans le secteur de la géologie, ils puisent certaines connaissances qu'ils peuvent prouver maintenant scientifiquement. Maintenant, sur le plan économique également, les terres volcaniques sont extrêmement riches en nutriments à terme de fertilité pour les sols. C'est tout ce que vous pouvez cultiver qui produit aisément. Si vous entretenez cela conformément aux normes de l'agriculture, sans utiliser les OGM, comme on le dit en termes techniques. Et donc vous sentez organes génétiquement modifiés. Voilà. Alors, vous sentez que vraiment les volcans, c'est une opportunité économique parce que même si le plan environnemental, on ne juge pas la dégradation environnementale sur base de l'éruption volcanique qui est soit un phénomène naturel. Mais on juge la destruction environnementale, selon même les experts que nous avons suivis dans le panel d'hier, on juge la destruction environnementale par l'effet anthropique sur la nature. Comment l'homme, comment l'action humaine détruit l'environnement. Mais pour les volcans, à la fois c'est une opportunité touristique, une opportunité environnementale. Et au nord Kivu, au moins parce que c'est là qu'il y a les volcans encore actifs, on a monté un plan de contingence. Et puis la qualité de notre volcan, selon l'expert, les éruptions volcaniques sont d'origine fissurale. Donc ce sont les fissures qui se créent, mais la coulée ne vient pas directement du cratère principal. Et que l'avantage c'est quoi? Lorsqu'on a déjà localisé scientifiquement la fissure par laquelle la lave sortira, on sait orienter la communauté pour dire, lorsque vous pouvez évacuer la zone à haut risque par rapport à l'éruption, vous pouvez prendre telle ou telle autre direction. Et là, pour nous, l'avantage, c'est que les flaques n'ont pas tendance à se rencontrer, la plaque volcanique, mais la plaque a tendance à se dilater, de manière que la coulée ne prend pas n'importe quelle direction. Elle est bien canalisée. On connaît dire, ok, comme la plaque tend à s'étendre, eh bien la coulée prendra telle direction. Mais si c'était la qualité de la plaque magmatique qui a tendance à se coaliser, à ce moment-là, la lave, au lieu de prendre une seule direction, sort par force et peut aller tomber n'importe où et ça devient très dangereux. Justement, on est arrivé. C'est que chez nous, c'est très bien parce que ça prend une direction de manière à permettre aux scientifiques d'orienter les touristes notamment. Les touristes et les communautés. Et les communautés, bien entendu. On est en train justement de chuter avec cette émission. Aujourd'hui, de manière concrète, quel est l'apport du secteur touristique, notamment en termes du budget des recettes de la province du Nord Kivu? Si vous avez aussi des chiffres, vous pouvez nous en donner. Bon, ce qui est vrai, au moins, nous savons que même si ce n'est pas encore JT, on connaît que le tourisme contribue au moins au budget de l'État aujourd'hui
entre 10 à 15%. Budget de l'État provincial ou au niveau national? Non, l'État congolais, c'est un État unitaire décentralisé. Ça, on le sait. On parle d'abord du gouvernement provincial du Nord Kivu. Oui. Quel est l'apport du secteur du tourisme dans le budget provincial? Le budget provincial, son apport au niveau provincial, parce qu'il y a des recettes à caractère national et des recettes à caractère provincial. Tout à fait. Ça ne peut pas aller en dessous de 6%, 7%. Ce qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'efforts. Absolument, ça rapporte de l'argent. Tous les secteurs du tourisme ici, tous les visiteurs qui viennent, toutes les taxes qu'on génère pour les voyageurs par les bateaux, ça aussi c'est un atout, je vous ai dit. Vous arrivez à Goma, vous pouvez atteindre Bukavu aujourd'hui et demain pour rentrer à Goma par la voie lacustre. Et là encore un autre atout majeur, c'est qu'il y a même des techniciens qui commencent à fabriquer des bateaux, des engins de haute qualité. Et donc, les voyageurs sur le lac, ils payent la taxe de l'État, une partie pour le trésor, une partie pour la province. Ceux qui empruntent l'aéroport international de Goma, vous connaissez que nous avons un aéroport très fréquenté, formidable, ouvert même aux vols internationaux, notamment les Kenya Airlines, les Rwandair, le Ethiopian. Rwandair qui a été suspendu. Hein? Il est suspendu, oui. Suspendu, mais ça volait et le passager payé. Aussi bien pour le trésor que pour la province. Ça fait autant de ressources que le tourisme génère, à telle enseigne que même le secteur maintenant de l'hôtellerie, c'est connu que les gens payent par... la taxe se fait par repas, par nuitée. Donc, c'est quand même des potentialités énormes et ce sont des appuis budgétaires très considérables pour lesquels le Nord Kivu doit s'investir et pour la République aussi. Monsieur Cyril Mouoya, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Ecofin. Et sincèrement, merci. Sincèrement, merci surtout aussi pour l'organisation ici, pour le musée national qui nous a offert un cadre tout à fait très convivial. Et vous-même, ainsi que votre équipe, nous vous disons merci beaucoup pour le travail et on ne fait que vous encourager. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Mais avant de terminer, je rappelle que vous êtes délégué du gouvernement provincial du Nord Kivu, ici à la deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme. Vous êtes également expert en charge du tourisme du même gouvernement provincial du Nord Kivu. Merci d'avoir suivi cette émission sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, cette fois bien entendu pour un autre sujet, toujours dans votre magazine, Le Dossier.